Ils avaient traversé l'Atlantique blottis dans les cargaisons, serrés comme du bétail, malades par les vagues et l'incertitude du destin. La guerre les avait déjà tous volés, camarades, maisons, illusions de la victoire. Maintenant, ils étaient entre les mains d'un ennemi qui avait été conditionné à la haine. Lorsque les navires ont accosté et que les hommes ont été poussés vers des camions vers l'intérieur des États-Unis, beaucoup s'attendaient à une humiliation, peut-être même à une brutalité. Mais ce qu'ils ont trouvé était inattendu, des champs avec des casernes en bois organisées, des clôtures bien placées, des lits propres et des repas simples, mais bien mieux que la faim qu'ils ont fait face dans les tranchées dans les derniers jours du Reich. Mais le véritable choc ne provenait pas des conditions physiques. Il est venu lorsque des officiers américains ont fait une annonce qui a laissé les prisonniers béants, chacun serait autorisé à écrire des lettres à domicile. Pour les hommes créés sous la publicité qui a peint l'ennemi comme inhumain, c'était impensable. Les lettres étaient un privilège des hommes libres. En Allemagne, même les soldats de première ligne s'attendaient souvent à des mois pour une correspondance qui pourrait traverser le chaos de la guerre. Les prisonniers se sont regardés, marmonnant des incroyants, certains riant d'amertume, convaincus qu'il était de la cruauté déguisée comme une bonté. Les Américains permettraient-ils vraiment aux prisonniers allemands d'envoyer des mots dans l'océan à leur famille? L'idée a apporté de l'espoir et de la peur. L'espoir, parce que les êtres chers séparés par la guerre pouvaient enfin savoir que leurs enfants et leurs maris respiraient toujours. Peur, pourquoi si ces cartes étaient utilisées comme armes, déformées dans la publicité, manipulées avant leur arrivée à destination? Le premier jour sur le terrain, un interprète américain a expliqué le processus dérangeant calmement. 2 fois par mois, chaque prisonnier recevrait des feuilles de papier et d'enveloppes. Les lettres seraient censurées, non pour modifier leur sens, garantissait-elle, mais seulement pour éliminer toute mention des détails militaires. Ensuite, il suivrait la Croix-Rouge internationale, traversait des pays neutres tels que la Suisse ou la Suède, et atteignait enfin le cœur d'un Reich en ruine. La tranquillité de l'interprète n'a fait qu'augmenter la méfiance. Beaucoup se sont somnolés les uns aux autres, aucun ennemi ne prendrait la peine de le faire pour les hommes qui ont essayé de les tuer. Ce devrait être un piège. Pourtant, la promesse résonnait dans son esprit comme une étincelle dans l'obscurité. Certains ont pensé aux épouses laissées dans des villes dévastées, les mères qui ne savent même pas si leurs enfants vivaient encore, leurs enfants qui n'avaient peut-être jamais connu leurs parents. Les anciens combattants nuisibles se sont déplacés dans l'idée, refusant de tomber dans ce qu'ils pensaient être une tromperie. Mais les plus jeunes, les garçons de campagne et les étudiants transformés en soldats ne pouvaient pas cacher leurs désirs. S'il y avait un peu de chance de vos mots de rentrer à la maison, pourraient-ils se taire? Lorsque les premières formes ont été distribuées, un silence tendu a repris la caserne. Les hommes font face au papier vierge comme s'il était plus dangereux qu'un pistolet pointé sur eux. L'écriture avait l'air irréelle. Après des années de réception des ordres criés par des supérieurs, de décorer des discours de propagande, il y avait l'occasion de parler à leur propre voix. Les mains de certains tremblaient tellement qu'ils pouvaient à peine tenir le stylo. D'autres ont été paralysés, peur qu'un mauvais mot puisse apporter des représailles à leur famille. Mais alors que les stylos riaient sur le papier, quelque chose a changé dans l'air de la campagne. Pour la première fois depuis la capture, ils n'étaient plus des soldats sans visage ou des prisonniers sans nom. C'étaient des parents, des enfants, des frères et sœurs, liés par de l'encre à une vie qui les attendait toujours à travers l'océan et la guerre. Les gardes, observant avec une indifférence calculée, semblaient confirmer, ce n'était pas une blague. Les lettres quitteraient le terrain. La prison. Héros, toujours sceptiques, ne pouvaient pas croire que leurs paroles traverseraient en effet l'Atlantique. Mais une graine avait été plantée, et dans les semaines suivantes, elle s'épanouirait dans l'un des liens les plus inattendus de son arrestation. Dans les jours suivants, les explications se sont poursuivies, livrées avec une précision presque bureaucratique. Un officier américain, accompagné d'un représentant de la Croix-Rouge, a détaillé les règles. Chaque prisonnier pourrait envoyer 2 lettres et 4 cartes postales par mois. Les lettres ne pouvaient pas dépasser une feuille écrite des 2 côtés, les cartes postales, bref. Toute correspondance doit être en allemand, lisible et adressée uniquement aux membres directs de la famille. Aucune information sur les mouvements de troupes, les descriptions de champs ou les commentaires politiques. Toute violation entraînerait des sections rayées avec de la peinture noire ou la rétention complète de la lettre. Les Allemands ont entendu en silence, pesant chaque mot. Certains incroyants murmurent. C'était trop générosité, presque absurde. Ils savaient que dans leur patrie dévastée, même les civils avaient des restrictions à écrire. Et là, en tant que prisonniers, ils ont reçu un privilège qui semblait être un rêve.
des officiers plus suspects ont tenté d'alerter les hommes, chuchotant que chaque ligne faisait partie d'un plan américain pour les apprivoiser. « Ne faites pas confiance au journal », a averti un sergent. C'est un appât. D'autres, cependant, se sont souvenus que la Croix-Rouge soutenait ce système, et même le plus cynique a reconnu que les Suisses neutres avaient toujours été des gardiens fiables de la correspondance en temps de guerre. Lorsque la première journée d'écriture officielle est arrivée, des tables ont été assemblées dans la cafétéria. Les prisonniers se sont alignés, chacun recevant un crayon mince, une feuille de papier estampillée avec l'emblème de la Croix-Rouge et une enveloppe déjà avec l'adresse de retour du champ. Pour certains, voir ce papier en tête était suffisant pour resserrer la poitrine. Certains ont juste regardé la page, peur de commencer. D'autres ont écrit avec prudence, répétant mentalement chaque phrase avant de la placer sur papier. Les ouvertures ont suivi un modèle, « Je suis bien vivant. Je suis traité avec justice. Ne vous inquiétez pas. » C'était le genre de formule que pensaient que les censeurs attendaient. Mais derrière ces mots froids, il y avait un tourbillon d'émotions unies. Les Américains ont regardé de côté, notant le mélange de méfiance et de désir. L'écriture n'était pas seulement un acte mécanique. C'était une bataille interne. Un prisonnier avouerait alors qu'il avait l'impression de monter dans de la glace fine, ne sachant pas si un seul mot pouvait condamner sa lettre. Beaucoup ont évité de mentionner la guerre, en se concentrant sur les souvenirs de la maison, le pommier dans l'arrière-cour, le chien de la famille, le son des cloches de l'église dans le village. D'autres essayaient de réconforter, garantissant aux parents que, bien que l'arrestation soit humiliante, ce n'était pas cruel. Pour eux, c'était surréaliste d'admettre de telles choses quand, des mois plus tôt, ils se sont battus dans la dernière balle dans des endroits comme la Normandie ou les Ardennes. Les censeurs ont révisé chaque page rapidement, grattant les mots interdits avec des fonctionnalités précises. Les Allemands ont vu leurs phrases disparaître. Mais ils ont également remarqué que la plupart du texte restait intact. Incertitude, quelque chose en eux est devenu. La simple possibilité que ces paroles traversent les frontières et atteignent des mains familières était déjà une victoire contre l'oubli. Chaque lettre envoyée était un acte de résistance silencieuse, non pas contre les Alliés, mais contre la guerre qui les avait réduits en nombre sur les prisonniers. Ils n'étaient plus seulement des soldats vaincus, c'étaient des enfants, des parents, des maris dont les voix, même tremblantes, pouvaient encore résonner au-delà de ces clôtures filaires. Et puis, comme un miracle au milieu du chaos, les premières réponses ont commencé à arriver. L'impact a été immédiat. Un prisonnier de Hambourg a reçu une lettre de sa sœur, écrite sur du papier jaunâtre et une odeur de fumée de bois de chauffage. Un autre, un ancien pharmacien de Berlin, a tenu la note d'une femme entre ses doigts, avec une famille à l'origine familiale. Mais les mots étaient simples, nous sommes en vie. Nous vous attendons. Mais ils ont porté le poids d'un monde qu'ils craignaient d'avoir perdu pour toujours. Les tentes, autrefois remplies du bruit des marches et des soupirs traînés, vibraient maintenant de murmures de soulagement. Les hommes qui avaient évité de se regarder depuis des mois partageaient maintenant des extraits de lettres comme des reliques. Mais toutes les nouvelles n'étaient pas bonnes. Certains ont reçu des lettres avec des bords noirs, annonçant le deuil qui ne pouvait pas pleurer. D'autres ont constaté que leur maison avait été réduite en décombres, ce qui manquait. La douleur, cependant, était mélangée à une étrange gratitude, au moins ils savaient. Le silence, ce vide cruel qui les avait accompagnés de la capture, a finalement brisé. Même la pire nouvelle était préférable à l'inconnu qui les a consommés. Les Américains ont regardé la scène avec une curiosité éloignée. Pour eux, ce n'était qu'une autre procédure de guerre, un flux de correspondance entre les ennemis, géré avec la même efficacité qu'ils distribuaient des rations ou des transferts organisés. Mais pour les Allemands, chaque enveloppe qui arrive était la preuve que le monde extérieur existait, que la vie s'est poursuivie malgré tout. Certains gardes, réalisant l'impact de ce moment, ont permis aux prisonniers de lire leurs lettres en paix, se tournant lorsque les hommes ne pouvaient pas contenir les larmes. À mesure que de plus en plus de réponses arrivaient, le champ a changé. Les prisonniers ont commencé à s'organiser, ceux qui savaient comment se lever offert d'aide pour transcrire des lettres, d'autres ont échangé des cigarettes contre des timbres ou du papier supplémentaire. Même les plus sceptiques, ceux qui ont juré que c'était une arnaque, silencieuse de voir des collègues occuper des preuves tangibles que leur famille les attendait. L'espoir, plutôt une sensation fragile et presque honteuse, désormais ouvertement diffusée, comme un vent qui a soufflé à travers les mailles du filet. Et puis est venue la question qu'aucun d'entre eux n'osait poser à haute voix, et si la guerre se terminait? L'idée, une fois impensable, a maintenant pris forme entre les lignes des lettres. Quand reviens-tu? Une mère a écrit.
Les enfants demandent tous les jours à avouer une femme. Ces hommes, formés pour obéir aux ordres et faire face à la mort sans clignotement, n'étaient pas armés face à de telles questions simples. Comment répondre? Ils ne savaient pas. Comment admettre que même en liberté, il n'y avait aucune certitude qu'il y aurait une maison à retourner? Mais pour la première fois depuis longtemps, ils se sont laissés rêver. Les nuits tranquilles, tandis que le vent a frappé la cible des tentes, certains ont fermé les yeux et imaginé le moment où ils pouvaient enfin tenir ces lettres non pas comme des prisonniers, mais comme des hommes libres. D'autres, plus pragmatiques, commençaient à planifier, apprendre l'anglais, rassembler de petits objets pour échanger des billets, garder chaque mot reçu comme carte pour l'avenir. La guerre n'était pas encore terminée. Les clôtures étaient toujours debout. Mais quelque chose s'était cassé à l'intérieur de ce champ, quelque chose de plus fort que les barbelés. Pour les fissures des lettres, ils ont vu, ne le vainquant pas, mais la possibilité d'un nouveau départ. Et cela, pour les hommes qui avaient déjà fait face au pire, était une victoire que même les armées ne pouvaient pas leur prendre. Un système qui, contre toutes les attentes, a honoré l'humanité même au milieu de la guerre. Ce n'était pas la miséricorde, c'était quelque chose de plus profond, l'admission silencieuse que, en plus de la monnaie et des uniformes, il y avait des vies qui ne pouvaient pas être réduites à des nombres ou des idéologies. Et cela, pour les hommes habitués à être traités comme des morceaux jetables d'une machine de destruction, était une révélation qui secouait même les fondements de sa haine. Les lettres ne sont pas arrivées comme des cadeaux, mais comme des droits reconnus. Chaque enveloppe était la preuve que, même au milieu du chaos, certaines lois, pas celles des hommes, mais celles de décence, se sont toujours levées. Et cela a tout changé. Le soldat qui a une fois maudit le garde. L'Américain s'est amélioré en recevant son flux maintenant le regardant dans ses yeux alors qu'il tendit la main pour obtenir une lettre, comme s'il disait « Vous nous avez donné cela ». Il n'était pas nécessaire. La gratitude n'a pas été par les Américains, mais par l'idée que quelque part, quelqu'un avait décidé qu'ils méritaient plus que survivre, pour se rappeler qu'ils étaient des parents, des enfants, des amoureux, des amis. Et puis l'impossible s'est produit, les murs de champ ont commencé à se dissoudre, pas à concret, mais à signifier. Les conversations ne tournaient plus autour des stratégies d'évasion ou de la dernière nouvelle du front. Maintenant, il y avait des naissances, de mauvaises récoltes à la Poméranie, l'odeur du pain frais qu'une mère a décrit dans des détails obsessionnels, comme si elle pouvait traverser l'océan et les nourrir. Un prisonnier de Dresde a gardé la lettre où sa femme a avoué avoir planté des tulipes dans le jardin détruit, pour qu'il y ait quelque chose de beau à votre retour. Un autre, un ancien professeur de Berlin, lia à haute voix extrait d'une lettre de son fils, qui lui a demandé de l'aide avec un problème mathématique. « Papa, tu as toujours su expliquer mieux que le professeur. » Il a ri, pleuré, discuté des solutions comme s'ils étaient à la maison, comme si la guerre n'était qu'un bruit lointain. Mais les lettres ont également provoqué des blessures ouvertes. Un jeune homme de colonie savait que sa mariée avait renoncé à l'attendre et à épouser un officier de Wehrmacht. Un autre a constaté que la sœur, une infirmière du front oriental, avait disparu au combat. Il y avait des silences éloquents, des parents qui n'ont pas mentionné leur frère cadet, tué à Stalingrad, les épouses qui omettent la faim, la peur, la honte de vivre dans un pays aussi friable. À ces moments, le hangar rempli d'une douleur collective, un deuil qui n'avait pas besoin de mots. Les hommes se sont rassemblés en cercle serré, partageant non seulement les cartes, mais le poids de les transporter. Parce que maintenant, en plus de la faim et de la fatigue, ils ont dû faire face à quelque chose de plus cruel, la certitude que, de l'autre côté du monde, leur vie a continué, et parfois ils étaient toujours sans eux. Et pourtant, c'est exactement cette douleur qui les a maintenus en vie. Un prisonnier qui avait perdu toute sa famille à Dresde a écrit à sa sœur survivante, « Si vous lisez ceci, alors j'existe aussi. » Ce n'était pas une consolation. C'était un acte de résistance. Les lettres sont devenues plus que la communication, les cordes jetées sur un abîme. Certains s'y accrochent avec des ongles et des ongles, d'autres les perdent de peur de tomber. Mais personne ne pouvait les ignorer. Au fil du temps, même les plus sceptiques ont commencé à écrire avec une audace que la guerre les avait volés. Un mécanicien de Munich, qui avait refusé pendant des mois pour parler, a envoyé un dessin détaillé d'un moteur qu'il voulait construire à son retour. Un paysan bavarois a décrit, sur des pages et des pages, l'odeur de la terre mouillée après la pluie, comme s'il pouvait jeter sa ferme à l'intérieur de ses 4 murs en bois. D'autres osent demander des choses qui n'auraient jamais le courage de dire à haute voix, « Est-ce que tu m'aimes toujours, le monde nous pardonnera-t-il, nous réaliserons-nous pour nous reconnaître quand tout cela sera fini ?» Les mots, mesurant autrefois soigneusement la censure, portaient désormais le poids de tout ce qui ne pouvait pas être dit. Pourquoi?
Après tout, quel était un champ de prisonniers mais un endroit où la vérité était la seule chose qu'ils ne pouvaient pas perdre? Les Américains l'ont observé avec un mélange de curiosité et d'inconfort. Certains gardes, trop jeunes pour comprendre la guerre au-delà des réglementations, commençaient à voir dans des prisonniers non ennemis, mais des hommes qui, comme eux, avaient des mères qui les attendaient. Un sergent du Kansas, alors qu'il retournait une lettre allongée sur le sol, a été surpris d'entendre un vent que murmura avec une telle sincérité qu'il ressemblait à une trêve. Il n'y avait pas d'amitié là-bas, et il ne devrait pas y avoir. Mais il y avait quelque chose de presque si dangereux, la reconnaissance mutuelle qui, au milieu de la folie, les deux parties croyaient toujours en quelque chose de plus grand que la victoire ou la défaite. Et donc, entre les lignes. Regardés par la censure et les phoques flous par le voyage, les prisonniers ont été reconstruits. Pas en tant que soldats, non pas comme des victimes, mais comme des hommes qui, contre toutes les probabilités, avaient encore quelque chose à perdre, quelque chose à gagner. Les lettres ne les ont pas libérés. Mais ils leur ont donné une raison d'attendre la liberté. Et dans un monde où l'espoir était la monnaie la plus rare, elle était plus précieuse que n'importe quel plan d'évasion. La politique américaine, cependant, n'a pas été résumée à des réglementations ou stratégies à froid. Dans les nuits silencieuses de la caserne, la faible lumière des lampes de fortune illumine les faces incurvées sur des papiers jaunâtres, les doigts traçant et rétractant les mots jusqu'à ce que le papier s'effondre presque. Ces écrits n'étaient pas seulement des lettres, c'étaient des amulettes. Preuve que, même au milieu du chaos, certains liens ont résisté. L'espoir, autrefois un luxe dangereux, est devenu une présence constante, têtue comme la peinture qui a refusé de s'estomper. Le champ des prisonniers était toujours entouré de fils barbelés et de femmes d'attention armées, mais dans ces murs, quelque chose d'inattendu a prospéré, la connexion. Pas la connexion forgée par des discours ou des ordres, mais qui est née de la reconnaissance mutuelle, la voix d'un enfant en mémoire, le trait familial d'une signature. Cependant, tout le monde n'a pas accepté ce cadeau sans soupçon. Parmi les officiers et les anciens combattants endurcis par la guerre, le scepticisme a persisté comme une ombre allongée. Ils permettent aux lettres de nous affaiblir, murmura un lieutenant, ses yeux étroits. Ils veulent que nous croyions en leur humanité, mais c'est juste pour saper notre loyauté. D'autres ont averti que les réponses des familles étaient manipulées, réécrites pour secouer la morale. Dans cet environnement tendu, où la méfiance était un réflexe formé par des années de propagande, des rumeurs se propagent comme du feu dans une paille sèche. Mais le rôle dans ses mains a raconté une autre histoire. Lorsqu'un prisonnier a reconnu le document de tremblement de sa mère ou a lu une phrase que seule sa femme aurait pu écrire, un détail intime, un souvenir oublié même, les doutes ont commencé à se fissurer. Un soldat est tombé sur la mention d'un jouet d'enfance, cassé un jour de pluie, quelque chose de si personnel qu'aucun censeur américain n'aurait pu inventer. Un autre a reçu une lettre frottée à la hâte par le père, un homme qui n'avait jamais écrit plus que quelques mots sur une carte postale. Ces petits miracles d'authenticité démolis, pierre par pierre, mur de scepticisme. La méfiance n'a pas disparu immédiatement, elle était partie, érodée par la preuve que, de l'autre côté de l'océan, quelqu'un toujours appelé par son nom. La machine de propagande nazie ne s'est cependant pas rendue sans se battre. Des officiers supérieurs ont insisté pour rappeler aux hommes leur devoir envers le Reich, peignant la générosité américaine comme un piège. Ne vous laissez pas adoucir, ont-ils averti. Ils veulent leur soumission, pas leur gratitude. Mais à mesure que davantage de lettres circulaient, il est devenu plus difficile de soutenir cette discipline de fer mental. Comment détester sans réserver un système qui a permis à la voix de votre fille de vous venir? Comment maintenir la haine pure lorsque les paroles de la femme, « Je prie pour vous tous les soirs », ont-ils pris plus fort que n'importe quel ordre? Les Américains ont compris le pouvoir psychologique de ces enveloppes, mais ne l'ont pas exploré grossièrement. Aucun message politique n'a été inséré dans les cachets, ni les familles contraintes d'écrire de la propagande. La force du processus était précisément dans son honnêteté. En permettant à la communication de couler naturelle, sans distorsion, les États-Unis ont révélé, sans dire un mot, le contraste brutal avec le régime que ces hommes avaient servi. La liberté d'écriture et de recevoir des mots malheureux était, en soi, une leçon silencieuse. Une éducation qui n'avait pas besoin de salle de classe, seulement du papier, de l'encre et du courage de croire en ce que vous lisez. Les discussions dans la caserne reflètent cette tension. La nuit, entre les murmures et les débats houleux. Les hommes ont demandé, est-ce la sincérité ou la stratégie? Certains, ennuyeux à se méfier, ont insisté pour voir une erreur dans chaque ligne. D'autres, cependant, ont fait valoir que, quelle que soit l'intention, le résultat était réel. Mes enfants sont vivants.
Ma femme m'attend toujours. Ce n'est pas de la politique, c'est vrai. Petit à petit, quelque chose s'est déplacé en eux. La loyauté aveugle envers le nazisme a perdu sa force, remplacée par quelque chose de plus primitif, le désir de survivre, de revenir, de reconstruire ce que la guerre avait détruit. Pour beaucoup, cette transformation silencieuse était plus puissante que n'importe quelle brochure libérée du ciel ou du discours enflammé. Les lettres sont involontairement devenues le meilleur contre-propagande possible, authentique, irrésistible. Chaque enveloppe ne manquait pas seulement le mal du pays, il avait également une comparaison implacable, l'ennemi que vous avez été formé pour détester vous permet de parler à votre famille. Vos propres dirigeants ne feraient jamais de même. C'était une vérité difficile à ignorer, même pour les plus sceptiques. Des années plus tard, lorsque d'anciens prisonniers se sont souvenus de cette période, les lettres ont toujours été le premier détail à se révéler. Les hommes qui avaient enduré la honte de la défaite, l'épuisement des marches forcées et le poids du captif décrivaient le moment où ils ont tenu une enveloppe comme la plus vivante de toutes. La caserne, les gardes, même les fils, tout cela s'est estompé dans la mémoire de ce rôle fragile qui avait traversé un océan. C'était la seule preuve que j'étais encore humain, avouerait l'un d'entre eux des décennies plus tard. L'héritage de ce courrier était bien au-delà du soulagement momentané. Pour de nombreux Allemands, les lettres ont redéfini l'image de l'ennemi. Ils avaient été endoctrinés pour voir les Américains comme des barbares, décadents, dépourvus d'âme. Mais ce sont les mêmes barbares qui leur ont permis d'écrire dans leur propre langue, qui a livré des mots non édités à domicile, qui respectaient le droit de pleurer ou de sourire à travers un morceau de papier. La liberté de communiquer, même en vertu des règles de censure, avait un miroir soulevé avant le système qu'ils avaient défendu. Certains admettraient, des années plus tard, que leurs premiers doutes sur la propagande nazie sont nés de ce geste apparemment simple, la permission d'être humain. Les lettres ont également façonné l'après-guerre. Les familles qui auraient pu enterrer leurs morts en deuil définitif ont plutôt préparé la table à un retour. Les enfants ont grandi en sachant que leurs parents, bien que distants, respirent et pensaient à eux. Les épouses ont gardé ces rôles de reliques, preuve que même lorsque le monde s'est effondré, quelque chose est resté intact. À la fin de la guerre et que les prisonniers ont été libérés, beaucoup sont retournés dans des maisons qui s'étaient accrochées à l'espoir précisément à cause de ces enveloppes jaunâtres. Les historiens observeraient plus tard que la politique américaine pour permettre la correspondance était alignée sur les conventions de Genève, mais son impact était bien au-delà d'une obligation légale. C'était un sauveteur qui a adouci la captivité, stabilisé les esprits et laissé des marques qui auraient des générations. Dans les témoignages et les souvenirs, les anciens prisonniers ont comparé leur traitement aux États-Unis avec la dureté d'autres domaines. Ils ont parlé de repas décents, de matchs de baseball de fortune, de travail sur les bars. Mais surtout, ils ont parlé des lettres, qui les avaient tirés de l'abîme et reconnectés à un monde qu'ils pensaient être perdu. Bien sûr, toutes les histoires n'ont pas eu une fin heureuse. Certains ont reçu des nouvelles de décès, des maisons réduites aux décombres, de leurs proches manquants. Mais même ces paroles douloureuses avaient une valeur, ils ont prouvé que la vérité pouvait traverser les océans. Dans un monde noyé dans des mensonges, l'honnêteté, plus cruelle qu'elle ne l'était, un cadeau. Connaître le vrai sort, aussi tragique, leur a permis de pleurer, de se souvenir et, surtout, de rêver de reconstruction lorsque la liberté est venue. En fin de compte, les lettres sont devenues un héritage de mots, fr. Agile, commun, mais extraordinaire dans son effet. C'était la preuve écrite que l'humanité pouvait survivre même au milieu du plus grand conflit. Pour ces prisonniers allemands aux États-Unis, la liberté d'écrire et de se faire entendre est restée le seul miracle qu'ils n'ont jamais oublié. Un miracle qui a réécrit non seulement ses souvenirs d'arrestation, mais aussi l'image de cet ennemi qui avait autrefois été un uniforme sans visage.